Bon les amis, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et préparez un petit carnet de notes sur le côté, car aujourd'hui on va parler d'un sujet assez technique, assez complexe, mais ultra important si vous voulez aller plus loin dans l'automatisation de votre réseau. On va voir ensemble comment configurer et modifier sa centrale Z21 pour pouvoir la contrôler depuis notre ordinateur. Bon, que vous contrôliez votre réseau avec iTrain, Rockrail, Train Controller ou peu importe le logiciel, la première étape, c'est tout simplement que votre centrale, en l'occurrence la Z21, soit bien configurée afin qu'elle puisse communiquer avec votre réseau Wi-Fi privé. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer à faire dans cette vidéo, étape par étape. Bon, revenons à la base. Quand vous recevez votre Z21 avec le routeur Wi-Fi, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire tourner vos trains de manière assez basique. Vous aurez simplement à connecter votre Z21 au routeur Wi-Fi, ça va créer un réseau spécifique à la Z21, ensuite vous aurez qu'à télécharger l'application mobile de la Z21 sur votre téléphone, sur votre tablette, etc. Vous vous connectez au réseau dédié au train, donc au réseau de la Z21, et vous pourrez contrôler vos trains depuis votre téléphone. Donc c'est super pratique pour les débutants qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui ont simplement envie de faire tourner des trains, mais si on veut aller plus loin et qu'on possède déjà un réseau Wi-Fi privé avec sa structure, etc., en gros comme la majorité des gens, et bah c'est moins pratique. Mais pourquoi ? Bon, et là je vais devoir faire un petit peu de théorie et vous expliquer ce que c'est qu'une adresse IP et très basiquement comment est-ce que ça fonctionne. Et pour que vous compreniez bien, je vais faire un parallèle avec les adresses physiques. Imaginons que j'ai envie d'envoyer une lettre ou un colis à quelqu'un. Et bah pour que mon colis ou ma lettre arrive à bonne destination, je vais d'abord devoir rentrer le pays, la ville, le code postal, la rue et le numéro, et finalement le nom de la personne à qui j'ai envie d'envoyer ma lettre. Et bah pour un réseau informatique, c'est exactement pareil. Chaque périphérique, donc mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette, aura une adresse unique à laquelle on pourra échanger des informations. La différence avec les adresses physiques, c'est que dans un réseau informatique, on va pas utiliser des noms de villes, de rues, des noms de personnes, ce sera plutôt une suite de chiffres qui va ressembler à ça. Ouais, c'est directement moins actif. Donc voilà, maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir travailler sur notre Z21. Bon, il faut savoir que Rocco et Fleischmann, pour leur centrale, donc pour la Z21, ils ont choisi une adresse fixe qui est la suivante, 192.168.0.111. Bon, et pour que tu comprennes un petit peu mieux comment ces adresses sont articulées et comment ça fonctionne, je vais refaire le parallèle avec les adresses physiques. Dans notre cas, on a le 192 qui représenterait un petit peu le pays de l'adresse, 168 qui représenterait la ville, 0 qui représenterait la rue et son numéro, et finalement la dernière suite de chiffres, elle est unique à chaque périphérique car ça représenterait un petit peu le nom du destinataire, en l'occurrence 111 pour notre Z21. Et bah pour que tout fonctionne parfaitement dès le premier coup, il faudrait que notre réseau privé, donc le Wi-Fi qu'on possède déjà dans notre maison, il suive une adresse IP qui soit de la même structure, c'est-à-dire 192.168.0 et avec ensuite une suite de chiffres pour chaque périphérique de notre Wi-Fi. Malheureusement, c'est pas le cas. Ah ouais, ce serait beaucoup trop simple. La majorité des réseaux privés, ils ont une structure d'IP qui est la suivante. 192.168.1 et ensuite du coup les différentes périphériques. Et là on a un problème parce que ça veut dire que notre Z21 actuellement avec son adresse d'usine, elle n'est pas reconnue par notre réseau privé, ce qui nous pose un souci si on veut du coup contrôler notre centrale avec notre ordinateur. Pour vous faire un parallèle, c'est comme si un facteur cherchait une adresse mais dans le mauvais quartier. Bah, il va jamais réussir à livrer ces informations. Donc maintenant, pour régler ce souci, on a deux options. La première, on prend notre réseau privé et on modifie la structure de notre réseau privé en 192.168.0 avec les périphériques. Mais nous, ça nous emmerde, on n'a pas envie, on a un réseau privé qui fonctionne très bien, c'est pas parce qu'il y a une Z21 qui arrive qu'on va changer la structure de notre réseau dans sa globalité. C'est pour ça qu'on va plutôt partir sur la deuxième option. La deuxième option, c'est tout simplement de changer l'adresse IP de notre Z21 pour qu'elle suive aussi une structure type 192.168.1 et ensuite une adresse qui n'est pas encore utilisée sur notre réseau.
Donc voilà, maintenant on va rentrer vraiment dans un tutoriel étape par étape où je vais vous expliquer comment faire ce changement d'IP sur notre Z21 parce que c'est pas sorcier quand on suit les étapes donc de la bonne façon, mais faut quand même pas faire n'importe quoi parce que sinon on risque d'avoir quelques soucis. Mais avant ça, je tiens quand même à faire, c'est vraiment grâce à ce logiciel qu'on va pouvoir communiquer et bidouiller un petit peu avec notre Z21. Ça va vraiment être l'interface de base sur notre PC pour la Z21. Je vous mets un lien dans la description, comme ça vous galérez pas à trouver le bon lien. Donc une fois que le logiciel est installé, vous pouvez le lancer et vérifier que vous arrivez bien sur cette fenêtre. Donc comme vous pouvez le voir, moi l'adresse de la Z21, c'est l'adresse que j'ai modifiée selon ma structure réseau. J'ai une structure assez compliquée, mon père est informaticien, posez pas trop de questions. Mais vous, normalement, l'adresse IP de votre Z21, ce sera l'adresse de base, donc 192.168.0.111. Maintenant, avant d'aller plus loin, écoutez vraiment ce que j'ai à vous dire, parce qu'on aura besoin de 3 choses avant de vraiment commencer à modifier l'adresse IP de notre Z21. Et c'est indispensable, donc faites-le vraiment bien. Première chose, on a besoin de connaître l'adresse de notre passerelle. Alors notre passerelle, c'est quoi? La passerelle, c'est souvent la box Wi-Fi, c'est la chose qui va faire le lien entre votre réseau privé et Internet. Pour vous faire une explication assez courte, ce qui se passe, c'est que par exemple quand je suis sur mon ordinateur, je vais faire des recherches sur Internet, ça va envoyer ces informations à ma box, et c'est ma box qui va envoyer ces informations à Internet. En gros, c'est un petit peu la chose qui fait l'intermédiaire entre votre réseau privé et Internet. Mais maintenant, comment est-ce qu'on trouve l'adresse IP de notre passerelle? Et ben vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur notre PC, on va mettre Windows R, on va taper CMD pour ouvrir le panel de commandes et on va appuyer Entrée. Et là, vous verrez que ça va nous ouvrir une fenêtre qui fait assez peur. Mais là, il ne faut pas paniquer car ça va être ultra simple. On va tout simplement taper ipconfig. Donc comme ça, en tout minuscule, en tout collé, on va appuyer sur Enter et là, on aura pas mal d'informations qui vont s'afficher. Et donc là, c'est tout simple, on va chercher la ligne où ce sera écrit passerelle par défaut. À côté, on aura l'IP qui sera écrite. Donc ça, notez-la sur un bout de papier, c'est important. Deuxième chose à prendre en compte, c'est le masque sous réseau. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le masque sous réseau, c'est un petit peu les filtres pour que votre Wi-Fi ne cherche pas à l'infini des périphériques à connecter sur votre réseau. Enfin bref, c'est assez compliqué. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître c'est quoi notre masque sous réseau. Et ça tombe bien parce que c'est au même endroit que où est-ce qu'on regarde l'adresse IP de notre passerelle. C'est des lignes au-dessus ou en dessous, je sais plus exactement, mais on a juste à chercher et il y a une ligne où ce sera écrit masque sous réseau avec du coup la valeur de notre masque sous réseau. Donc ça, encore une fois, notez-le sur une petite feuille à côté. Dernière chose dont on aura besoin, c'est tout simplement l'adresse que l'on va donner à notre Z21 sur notre réseau privé. Et pour ça, on doit faire attention à une chose, c'est de donner une adresse qui n'est pas encore utilisée par une de nos périphériques. Donc par exemple mon iPhone, mon PC, etc. Parce que sinon on aurait une adresse en double et ça, bah c'est pas bon. Donc pour vérifier si une adresse IP elle est libre ou pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil que pour la passerelle, Windows R. On va taper CMD et on va taper Entrée pour revenir sur la fenêtre qui fait un petit peu peur. Et là, on va taper ping, comme ça, tout en minuscule collé, avec l'adresse qu'on aurait envie de donner à notre Z21. Donc par exemple, 192.168.1.200, si on a envie que ce soit l'adresse de la Z21. On met Enter, et là, on attend tout simplement le statut de la réponse. Si c'est marqué réponse 2 avec votre adresse, ça voudrait dire que l'adresse est déjà utilisée. Et au contraire, si tu vois délai de l'attente demandé dépassé, quelque chose comme ça, ça voudrait dire que l'adresse n'est tout simplement pas utilisée et que tu peux l'utiliser pour ta Z21. Donc une fois que tu as trouvé l'adresse que tu vas utiliser pour ta Z21, encore une fois, note-la sur un papier à côté. Et je suis au courant que c'est pas quelque chose de simple, que ça demande d'utiliser un petit peu son cerveau, mais je vous jure que ça vaut la peine. Quand vous pourrez contrôler votre réseau depuis votre ordinateur, et vous serez bien content. Donc voilà, maintenant qu'on a tout de noté sur notre petit papier à côté, on va faire en sorte que notre PC puisse communiquer avec notre Z21
pour qu'on puisse du coup changer l'adresse de la Z21. Et pour ça, encore une fois, ce serait trop simple de simplement connecter notre PC en câblé à notre Z21. Non, c'est trop simple, ça ne fonctionnerait pas. Et oui, je vous rappelle que votre PC, il est sur votre réseau privé, et votre réseau privé, il est en 192.168. Pour la majorité des gens, 1. Ce qui fait qu'il ne peut pas communiquer avec une périphérique qui est en 192.168.0. Mais pour ça, on a une solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter notre PC de notre réseau privé, donc on ne sera plus connecté à Internet, et on va lui donner une adresse IP manuelle sous la forme de 192.168.0. Et là on va mettre 110 parce que 111 est déjà utilisé par la Z21. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est tout simple. Vous avez juste à suivre ce que je fais sur mon écran et vous réussirez du coup à changer votre adresse IP manuellement. Donc une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre Z21, on va prendre le câble à laquelle elle est connectée au routeur, on va déconnecter le routeur Wi-Fi qui est fourni avec, et à la place on va connecter le câble sur le port Ethernet de notre PC. Donc on va connecter notre PC et notre Z21 en câblé. Ensuite, on va simplement relancer le Z21 Maintenance Tool, on va cliquer sur Connecter, et là, si tout est bon, normalement, votre PC va reconnaître votre Z21 et le logiciel va se débloquer, vous allez être connecté à votre centrale. Donc voilà maintenant un petit peu à quoi ressemble le Z21 Maintenance Tool, donc le logiciel est assez complet, il y a pas mal d'options, pas mal de choses avec lesquelles on peut bidouiller, changer pour un petit peu utiliser notre Z21, mais c'est pas le sujet de la vidéo donc je vais pas rentrer trop dans les détails. Nous, l'onglet qui nous intéresse, c'est tout simplement celui-là. Donc maintenant, à cette étape, je vous conseille fortement de faire soit un enregistrement d'écran, soit de prendre des photos à chaque fois que vous faites quelque chose sur le logiciel, et bien sûr une photo avant de modifier des choses sur le logiciel, tout simplement pour avoir un petit peu des sortes d'archives de ce que vous faites, et comme ça si vous faites une erreur, vous pourriez revenir en arrière. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Donc voilà, maintenant que ce petit disclaimer est fait, on va reprendre notre petit papier avec les notes que je vous ai demandé de faire un petit peu plus tôt dans la vidéo, et on va du coup simplement remplir cette fiche avec la nouvelle adresse IP de la centrale, le masque sous réseau, l'adresse IP de la passerelle, etc. Enfin, suivez ce que je fais actuellement à l'écran. Mais bien sûr avec vos informations, pas avec les miennes, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut confirmer. Vous voyez que Rocco il demande vraiment double vérification, parce que comme ils le disent, si vous modifiez l'adresse IP de la Z21, leur garantie ne rentre plus en compte. Donc si vous faites n'importe quoi, vous suivez mal les étapes que je vous donne, et que il y a un problème, la garantie de Rocco ne sera plus valable. Donc faites vraiment attention, soyez bien sûr que vous avez bien suivi toutes les étapes, mais si vous l'avez fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez appuyer sur confirmer. Donc une fois que vous avez confirmé, on va juste vérifier que l'adresse IP de la Z21 sur le logiciel c'est bien la bonne et c'est bien celle que vous avez donnée. Une fois que c'est fait, on va pouvoir déconnecter notre Z21 de notre PC. Ensuite, on va reconnecter notre PC à notre réseau privé. Encore une fois, suivez ce que je fais à l'écran, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Et une fois que votre PC est reconnecté à votre réseau, on va pouvoir relancer le logiciel de la Z21. Et si vous avez suivi toutes les étapes, on va cliquer sur connecter et vous verrez que ce sera tout bon. Votre Z21 sera reconnu avec sa nouvelle adresse IP et vous pourrez communiquer du coup avec votre PC depuis votre réseau privé à la Z21. C'est pas super ça? Donc si c'est pas le cas, je vous invite à vérifier les photos que vous avez prises à l'étape d'avant, que je vous ai demandé de faire bien sûr, j'espère que vous les avez faites.
Et si vraiment vous ne comprenez pas ce qui marche pas, eh ben vous pouvez écrire dans les commentaires. Moi je réponds à tous les commentaires de la chaîne. Donc si vous avez des doutes, des questions, etc., n'hésitez pas, je vous répondrai sous un délai de je sais pas combien de jours. Je suis pas un service client, mais je peux vous confirmer que je vous répondrai. Voilà, félicitations, votre Z21 est maintenant bien configuré pour pouvoir l'utiliser sur des logiciels comme iTrain, Train Controller, etc. et contrôler votre réseau avec votre PC. Magnifique. C'est peut-être un peu too much ça, je sais pas. Bon, et maintenant je sais qu'on a déjà pas mal utilisé notre cerveau, il a pas mal chauffé, etc. C'est pour ça que la fin de l'épisode du jour, ce sera un petit peu plus tranquille. Je vais répondre à 2-3 questions, 2-3 doutes que j'ai pas mal reçus sur le dernier épisode par rapport au câblage de mon réseau. Et bien sûr, on fera les fameuses questions du jour et on en aura fini pour l'épisode de la journée. Bon, première chose, j'ai envie de vous parler de l'onglet communauté. Et ouais, parce que ça c'est un onglet qui est souvent mis de côté par les chaînes YouTube et qu'il y a plein de personnes qui savent même pas que ça existe. Mais il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, si vous venez ici et ensuite là, sur l'onglet communauté, et bah de temps en temps, je fais des petits sondages, je vous pose des questions, etc. Et donc si vous avez envie de participer un petit peu plus au développement de la chaîne, et bah je vous propose d'aller faire un petit tour de temps en temps afin de répondre à des sondages, à des questions et peut-être même à me donner des idées pour des futures vidéos. Voilà, c'était une petite parenthèse, maintenant je peux commencer à répondre aux doutes de l'épisode précédent. Alors, il y a une première chose qui est beaucoup revenue quand je vous ai parlé du câblage dans la dernière vidéo, c'est par rapport aux comptons et à surtout comment est-ce qu'on câble les choses entre les comptons et qu'est-ce qu'il y a entre les comptons. Alors déjà, pour ça, il faut déjà reprendre la définition d'un compton de base. Un compton, c'est une portion de voie sans aiguillage qui sera définie donc d'un point A à un point B et qui pourra accueillir un train à la fois. Maintenant qu'on sait ça, on peut voir comment est-ce qu'un réseau peut être structuré. On peut avoir soit plusieurs comptons qui s'enchaînent, on peut avoir un compton, ensuite une partie alimentée par la centrale mais qui n'est pas protégée par un compton, et ensuite un compton. Ou on peut avoir un compton, ensuite des aiguillages, etc. qui amènent vers une gare, et ensuite des comptons par exemple pour les différentes voies. Donc entre les comptons ça peut être plein de choses différentes, il faut juste garder en tête que les comptons c'est les parties qui sont protégées par exemple votre PC, où vraiment il pourrait y avoir que un train à la fois, et ensuite entre vos comptons, soit il y aura des aiguillages, soit il y aura des voies simples mais qui seront alimentées par la centrale et qui donc seront pas protégées, et donc il faudra faire un petit peu plus attention. Et donc ensuite la deuxième chose qui est pas mal revenue suite au dernier épisode, c'est comment est-ce que les aiguillages sont câblés, est-ce que les aiguillages doivent être inclus dans des comptons ou pas? La réponse est toute simple, j'y ai déjà un petit peu répondu, mais les aiguillages ne sont jamais dans des comptons. Les aiguillages c'est toujours directement alimenté par la centrale et jamais par les comptons. Ou par les modules du coup de détection. Voilà, au moins la réponse elle est claire. Voilà, c'est un petit peu les deux interrogations que j'avais suite au dernier épisode. J'espère que ça vous a bien répondu. Sinon, n'hésitez pas à nous remettre ces questions dans les commentaires. Et maintenant, on va pouvoir passer aux fameuses questions du jour. Et la première question du jour, c'est une question de Léo Legrand qui me demande: en question du jour, je serais curieux d'avoir ta réponse vis-à-vis du bruit d'un réseau automatisé. Et donc là, il soulève un point assez intéressant, c'est le bruit des moteurs d'aiguillage. Donc là, vous savez très bien qu'il existe deux types de moteurs. Les moteurs à impulsion, donc ça va faire des petits clac, 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 clac. Voilà, j'espère que je mime bien les moteurs à impulsion électrique. Et le deuxième type de moteur, c'est les moteurs lents, où là on va avoir l'aiguillage qui va bouger lentement, mais on va vraiment avoir un bruit de moteur, je vais pas le mimer. Je vous le dis direct, je ne vais pas le mimer. Et donc oui, c'est quelque chose à prendre en compte, vu que ça fait quand même pas mal de bruit, et oui, il existe 2-3 choses pour isoler un petit peu mieux ces bruits-là. Première chose, déjà on peut utiliser du liège pour un petit peu faire office d'isolant et un petit peu réduire le bruit, déjà de 1, des locomotives qui passent sur les voies, et de 2, du coup des moteurs d'aiguillage. Deuxième chose, je crois que c'est un abonné qui me disait ça, c'est qu'à la place d'utiliser des clous, on pourrait plutôt coller les voies sur le liège justement, parce qu'en fait utiliser des clous, ça va rentrer dans le bois et du coup ça va transmettre les vibrations directement aux voies, ce qui n'est pas l'idéal. Et mis à part ça, je sais pas exactement, je sais que ça fait pas mal de bruit quand même les aiguillages, je peux en témoigner.
Et du coup je vais peut-être commencer à chercher des pistes justement sur est-ce qu'il y a des choses pour un petit peu calmer ce bruit là, qu'est-ce que je peux faire. Mais ça c'est encore un peu une question que j'ai en suspens, je sais pas exactement ce que je peux faire pour ça. Donc si dans les commentaires vous savez et que vous avez des solutions, bah n'hésitez pas, moi je suis comme Léo Legrand en recherche de solutions face à ce problème. La deuxième question du jour, c'est une question de CHSile qui me demande quelle est la limite qui nécessite un booster, nombre de locaux entre parenthèses. Alors ça c'est une question assez intéressante parce que je me suis aussi posé la même question avant de m'acheter mes propres boosters. Alors déjà, il faut savoir que la Z21, elle alimente, du coup elle a une sortie d'alimentation qui propose 3 ampères. Ce qui est beaucoup et pas énormément à la fois. Et ouais, parce que si on se base sur ce que Rocco et Fleischmann nous disent, parce que je suis plus sûr à 100%, mais il me semble qu'il y a un document où ils nous disent justement combien est-ce qu'une locomotive consomme en moyenne et à partir de combien de locomotives on devrait avoir besoin d'un booster. Si je retrouve le document, je vous mets à l'écran juste maintenant pour que vous puissiez un petit peu lire et vous renseigner sur ce sujet. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les locomotives qui consomment. Et ouais, hein, les moteurs d'aiguillage, ça va consommer un petit peu de ces 3 ampères. Les wagons éclairés, ça va aussi consommer. Les feux de fin de convoi, ça va aussi consommer. Et bien sûr, les locomotives, elles peuvent consommer de différentes manières. Déjà, entre une locomotive à l'arrêt et une locomotive en marche, bah, la consommation ne sera pas la même. Et ensuite, entre une locomotive qui aura un décodeur sonore et une locomotive qui n'en aura pas, la consommation ne sera pas la même. Et dernier facteur, l'échelle. Une locomotive à l'échelle HO va être plus lourde, donc on aura besoin de plus de puissance pour avancer, et va donc consommer plus d'électricité qu'une locomotive à l'échelle N par exemple. Donc c'est dur de donner vraiment un nombre de locomotives avant d'avoir besoin d'un booster, parce que moi-même je suis encore au début, j'ai acheté des boosters car j'avais du budget et que j'avais envie d'être large, mais ce qui est bien avec la Z21 et le maintenance tool, c'est qu'on peut voir la consommation électrique sur notre Z21 en temps direct. Donc j'avais déjà un petit peu fait des tests avec des locomotives que j'avais posées sur mon réseau, que j'avais fait tourner pour voir un petit peu combien elles consommaient, et de mémoire elles étaient à 150 mA par locomotive, ce qui fait que grossièrement, si je simplifie au maximum, je pouvais faire tourner 20 locomotives avant d'utiliser un booster, ce qui est vraiment pas du tout réaliste, dans le sens où j'aurai pas mal de locomotives à l'arrêt, des locomotives en mouvement, certains wagons qui seront éclairés, des feux de fin de convoi. Je dois quand même garder une marge pour mes moteurs d'aiguillage, ce qui fait que je pourrais faire tourner bien moins de locomotives avant de passer du coup sur l'alimentation du booster. Mais bref, ça je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant à voir dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, sûrement qu'on commencera à faire tourner quelques trains à partir de mon PC. Et donc à ce moment-là, je pourrais vous partager les consommations des locomotives, etc. Et sûrement que ça pourra t'éclairer un petit peu plus sur cette question. Donc voilà, je sais que c'est pas la meilleure des réponses, c'est pas une réponse avec un nombre de locomotives précis, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc on verra avec le temps et j'espère que ça t'aidera. Troisième et dernière question du jour, c'est une question de Maurice Poupard 760 qui me dit « J'avais cru comprendre que tu voulais piloter ton réseau avec CDM-Rail, quelle est la raison qui a fait basculer vers iTrain ?» Alors là, je pense que je n'ai pas été très clair depuis le début. J'ai jamais vraiment voulu contrôler mon réseau avec CDM-Rail. C'est vrai que j'ai fait les plans de mon réseau pour me projeter avec la place que j'avais sur CDM-Rail, parce que c'est le logiciel que je trouvais le plus basique et aussi le moins cher car il était gratuit. Donc tout ce qui est plan, etc., j'ai fait sur CDM-Rail. Mais pour le contrôle de mon réseau, je me suis assez vite dirigé vers iTrain, tout simplement parce que je ne savais même pas qu'on pouvait vraiment contrôler le réseau avec CDM-Rail. Voilà. Je me suis un petit peu mal renseigné. Et mis à part ça, c'est vrai que iTrain c'est aussi un logiciel qui est beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne. Et l'interface donne aussi beaucoup plus envie que CDM-Rail. Donc je pense que même si je savais qu'on pouvait contrôler notre réseau avec CDM-Rail, eh ben je serais quand même passé sur iTrain. Voilà, j'espère que cette petite réponse répond à ta question. Waouh. Voilà, la phrase était terrifiante. Bon voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus intellectuelle, un petit peu plus poussée que les derniers épisodes vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like,
Un petit commentaire, ça me motive toujours beaucoup et ça fait toujours extrêmement plaisir. Un petit abonnement si c'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve soit dans le mois pour une nouvelle vidéo avec un concept un petit peu différent, soit au premier du mois prochain pour la suite de cette série de la construction de mon réseau à l'échelle N. C'était Mini Rails. Ciao les gens!